Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent La traque des lanceurs d'alerte de Stéphanie Gibaud. Préface de Julian Assange. Les lanceurs d'alerte défrayent l'actualité depuis une dizaine d'années. Edward Snowden, Chelsea Manning et Julian Assange sont révélateurs des méthodes utilisées pour faire craquer ceux qui ont le courage de parler des dysfonctionnements et des dérives de notre société. Pourtant, ces héros sont devenus des parias. Leur vie est un enfer. Snowden est réfugié en Russie, Assange dans une ambassade, Manning était en prison, Stéphanie Gibaud et bien d'autres sont dans une situation précaire, attaqués dans des procès sans fin et lâchés par les États. À travers des exemples concrets en France et à l'étranger, l'auteur détaille la vie d'une cinquantaine de lanceurs d'alerte et les raisons pour lesquelles les États, hommes et femmes politiques, l'institution judiciaire, l'Europe et les entreprises veulent leur peau. En poste chez UBS France à Paris, Stéphanie Gibaud a joué un rôle décisif en dénonçant dès 2008 les pratiques de blanchiment de fraude fiscale en bande organisée de son entreprise. Elle reçoit le prix Anticor et est nominée pour le prix Sakharov en 2015. Figure de proue des lanceurs d'alerte français, elle milite pour leur protection en France et à l'étranger. Des notes sont disponibles sur les éditions e-book et brochets du livre. Préface, liberté d'expression, parole libre et vérité. Lors de son premier discours en tant que directeur de la CIA, Mike Pompeo choisit de déclarer la guerre à la liberté d'expression plutôt qu'au véritable adversaire des États-Unis. Il s'en est pris à Wikileaks, dont je suis le rédacteur, qu'il a nommé « agence de renseignement adverse non étatique ». Selon la vision mondiale de Pompeo, dire la vérité au sujet de l'administration peut être un délit, comme le souligna rapidement l'avocat général Jeff Sessions en décrivant mon arrestation comme étant prioritaire. Des agences de presse ont annoncé que les procureurs fédéraux s'ingéniaient à trouver des incriminations et à porter des accusations contre des membres de Wikileaks, incluant probablement le complot, le vol de biens gouvernementaux et la violation de l'Espionnage Act. Lorsque le directeur de la CIA, qui est un fonctionnaire non élu, diabolise un éditeur tel que Wikileaks avec des mots tels que « frauduleux »,« lâche » ou « ennemi », il alerte tous les journalistes ou le devrait. Le point suivant du discours de Pompeo, infondé, définissant Wikileaks comme une agence de renseignement adverse non étatique, est un poignard pointé vers le droit constitutionnel des Américains quant à la réception d'informations correctes concernant leur gouvernement. Cette accusation reflète de la même façon les atteintes qui ont été de tout temps organisées par des bureaucrates, en même temps que l'échec des discours destinés à criminaliser révèle, lui, leurs propres échecs. Le président Theodore Roosevelt avait compris le danger d'abandonner à ces « idiots » ou « traîtres » qui travaillent à transformer en délit le fait de dire la vérité au sujet d'une administration lorsqu'elle est coupable d'incompétence ou d'insuffisance. Cette tentative est elle-même un délit contre la nation, avait écrit Roosevelt. Le président Trump et ses collaborateurs devraient tenir compte de ce conseil. Pompeo a pourtant été un fan de Wikileaks. Le 24 juillet 2016, cet homme politique qui nous soutenait à l'époque avait tweeté avec fierté « Besoin de preuves supplémentaires que le scandale atteint le président Obama ?» 19 252e mail du DNC, publié par Wikileaks. Pompeo aimait Wikileaks quand il concevait que nous publions des informations révélant les insuffisances de ses rivaux politiques. Ce n'est que lorsque nos publications ont atteint les propres intérêts de Pompeo que Wikileaks est devenu sa cible. Il a ensuite supprimé le tweet, mais a appris que la vérité est difficile à cacher à l'heure digitale. On ne peut pas aimer la vérité un jour et chercher à la taire en incarcérant son rédacteur le jour suivant. Trump, alors candidat, avait tweeté « Incroyables informations fournies par Wikileaks, très peu reprises par des médias malhonnêtes ». Le président avait mentionné Wikileaks 164 fois pendant le dernier mois avant l'élection et s'est penché en tweetant « J'aime Wikileaks ». Tous les gouvernements démocratiques sont dirigés par des êtres humains qui ne sont pas parfaits. Les autocraties sont bien pires. Le dictateur bienveillant est un mythe.
Ces êtres humains, qu'ils soient démocrates ou autocrates, font des erreurs et commettent des délits, ils se servent souvent plus qu'ils ne servent leur pays. Ainsi, ils sont l'objet des publications de Wikileaks. Les enjeux fondamentaux de la liberté d'expression, de la liberté de parole et de l'interaction entre la liberté et la sécurité datent du fondement de la République. Ceux qui croient en la persécution et la suppression de la vérité pour atteindre leurs objectifs individuels sont inévitablement oubliés par l'histoire. Dans un combat à la loyale, John Milton constatait que la vérité gagne toujours. Julian Assange, fondateur et rédacteur de Wikileaks. Introduction. Le président Roosevelt avait déclaré en son temps que l'une des libertés les plus importantes est la liberté face à la peur. Aujourd'hui, le fardeau de la peur et le stress sont ressentis par des centaines de millions de personnes à travers le monde. La raison principale en est la crise économique, les conflits, la course à l'armement et l'épée de Damoclès qu'est l'arme nucléaire. Enlever la peur du monde signifie rendre les citoyens plus libres. Cela devrait être notre objectif commun, et cela rendrait ainsi beaucoup d'autres problèmes faciles à résoudre. Les lanceurs d'alerte sont devenus des parias parce qu'une culture de la peur a été travaillée afin que personne n'ait envie de suivre leur chemin. Même si le sentiment du devoir accompli est unanime chez les lanceurs d'alerte, il est clair que nous avons tous été livrés à la justice sans complaisance, que nous avons été exposés et sommes pour beaucoup dans des situations absurdes. Dans son documentaire Meeting Snowden, Flor Vasseur filme Larry Lessig, professeur de droit à Harvard, activiste anticorruption et candidat à la primaire de la présidentielle américaine en 2016, et Brigitta Jondottir, cyberpoète, punk, actrice clé de la révolution des casseroles. Poentan Revolution, née de la crise des subprimes de 2008 en Islande, avec le lanceur des apostrophes alerte américain Edward Snowden, en décembre 2016 à Moscou. La réalisatrice explique qu'on veut laminer les lanceurs d'alerte, alors qu'ils sont le fer de lance de la démocratie. Larry Lessig insiste quant à lui sur le fait que nos gouvernements ne nous représentent plus. Il se demande si les élites vont comprendre assez rapidement qu'elles doivent représenter les citoyens, depuis qu'il a fait le triste constat que l'idée de la démocratie est aujourd'hui un échec mondial face à des gouvernements locaux. La peur perdure dans le monde parce que toutes les manifestations et actions sont des moments collectifs isolés. Le lien n'existe pas. De plus, on s'arrange pour faire passer les lanceurs d'alerte pour des fous, des illuminés. On ne vit plus en démocratie, insiste-t-il, car le pouvoir des élus est sous l'emprise des multinationales. Les élus votent et amendent des lois sans avoir besoin de la population, cela permet aux multinationales et aux gouvernements de continuer à entretenir la peur de dénoncer. La volonté est d'éviter impérativement qu'il y ait d'autres lanceurs d'alerte. Alors, les liens de fraternité dans le monde se doivent d'être plus grands que nos gouvernements puisqu'il s'agit simplement de l'humanité. Malheureusement, beaucoup trop d'individus ont encore beaucoup trop à perdre. Ces 4 dernières années, j'ai passé mon temps à rencontrer des citoyens, à développer des relations avec ces femmes et ces hommes lanceurs d'alerte, afin de parler d'une seule voix. Chacun est concerné, puisque chacun peut devenir lanceur d'alerte. Ne pas soutenir les lanceurs d'alerte, c'est de facto soutenir le crime. Après la médiatisation de ces affaires de corruption galopante, il n'est plus à démontrer que les lobbies ultra-puissants, représentant les intérêts des multinationales, sont un véritable problème car anti-humains. Plus de richesses sont créées pour un minuscule groupe d'individus, plus la grande majorité des citoyens est contrainte à la pauvreté. Il est grand temps de s'occuper en nombre des causes, et non plus uniquement des conséquences de ces maux. Chapitre 1. Lanceur d'alerte un jour, paria pour toujours? Avant, je travaillais pour le gouvernement. Aujourd'hui, je travaille pour les citoyens. Edward Snowden. Les cas emblématiques. Julian Assange, emblématique rédacteur en chef du site Wikileaks qu'il a fondé en 2006, est réfugié depuis juin 2012 à l'ambassade d'Équateur à Londres, craignant une extradition vers la Suède, puis très vraisemblablement vers les États-Unis, à cause des procédures ouvertes contre lui dans ces pays.
Pour cette raison, il fait encore aujourd'hui l'objet d'un mandat d'arrêt international. Et pourtant, 5 experts de l'ONU ont rendu, en février 2016, une décision favorable en concluant qu'Assange est bien victime d'une détention arbitraire depuis juin 2012. Ils avaient en conséquence affirmé que le réfugié devait immédiatement retrouver sa liberté de mouvement et recevoir des compensations. Le 19 mai 2017, l'annonce de l'abandon par la Suède des poursuites pour viol contre l'Australien est une première victoire importante dans son dossier. Certaines informations révélées par Wikileaks avaient été communiquées par un jeune analyste militaire de l'armée américaine, Bradley Manning. Il a depuis été jugé aux États-Unis pour trahison et condamné à 35 années de prison en 2010 pour avoir transmis des documents militaires estampillés classified, confidentiels, notamment la vidéo d'une bavure lors d'un raid aérien à Bagdad le 12 juillet 2007, témoignant de l'exécution choquante de civils. Même si l'administration Obama décida en janvier 2017 de commuer la peine de celui qui est devenu depuis Chelsea Manning, après un changement de sexe, entraînant sa libération le 17 mai 2017, on est en droit de se poser la question de la sécurité dont bénéficie Manning depuis sa remise en liberté. Ces deux affaires ont défrayé la chronique tout autant que celle emblématique d'Edward Snowden, citoyen américain exilé à Moscou pour avoir rendu publiques des informations confidentielles concernant notamment les programmes de surveillance de masse mis en place par la National Security Agency, NSA, l'agence de sécurité américaine. Ces 3 cas individuels ont fait prendre conscience que la protection des lanceurs d'alerte est un enjeu majeur pour nos démocraties. Certes, tous ceux que l'on nomme aujourd'hui les lanceurs d'alerte ne sont pas enfermés, exilés, emprisonnés, portés disparus ou encore en fuite à l'étranger, mais on est bien obligé de constater que la grande majorité d'entre eux paient très cher le courage, l'honnêteté et l'intégrité dont ils font preuve. C'est là toute l'ambiguïté, mais également l'absurdité de leur situation individuelle. Punis pour avoir osé dire la vérité, punis pour avoir révélé des informations cachées du plus grand nombre, punis pour être tout simplement des femmes et des hommes honnêtes qui alertent sur un danger concernant la grande majorité des citoyens. État des lieux. Ces 10 dernières années, les affaires financières ont défrayé la chronique. On retiendra bien évidemment que ces scandales médiatisés ont permis et permettent encore aux États de recouvrer des sommes qu'ils n'auraient pu récupérer sans le concours de citoyens qui ont agi en toute conscience pour l'intérêt général. À l'international, les pressions exercées contre ceux qui osent se lever contre l'industrie financière sont extrêmement violentes. De l'affaire d'évasion fiscale internationale concernant la banque Julius Baer aux îles Caïmans révélée par Rudolf Elmer, à l'affaire SwissLeaks HSBC, en passant par les LuxLeaks sans oublier les Panama Papers et plus récemment les Football Leaks ou encore les Malta Files, aucun de ces scandales d'ampleur internationale n'aurait été mis sur la place publique sans ces hommes, qui ont tous en commun un courage et une résistance extraordinaires. Certains ont été condamnés ou parfois même emprisonnés tout en étant véritablement considérés comme des traîtres par l'industrie financière. D'autres sont restés dans l'anonymat, ce qui les protège en termes de sécurité, de décisions de justice ou encore de représailles. Dans les domaines qui tiennent de la santé, des laboratoires pharmaceutiques, de l'agroalimentaire, de l'énergie, de l'industrie, de l'administration, des dossiers honteux ont été mis au jour grâce à des hommes et des femmes qui n'ont pas voulu cautionner des pratiques illégales, malhonnêtes, contraires à leur éthique personnelle et professionnelle. La multiplicité des affaires démontre l'utilité de leur démarche pour l'intérêt général et la démocratie. Il n'est plus à démontrer que ce que l'on nomme le lancement d'alerte est l'un des moyens les plus efficaces pour exposer les délits et la corruption. Les nombreux scandales dévoilés ces 10 dernières années ont permis à de nouvelles lois d'être votées partout dans le monde. Au-delà de leur nécessité, les lois sont-elles efficaces pour protéger celles et ceux qui ont permis à des informations d'intérêt général d'être connues de tous? Les lanceurs d'alerte ne changent jamais de version des faits face à la justice, à l'administration, ni face aux journalistes. C'est pourquoi on essaie de les broyer en les discréditant, pour éviter ainsi que les affaires ne se multiplient, alors que la corruption n'a jamais été aussi galopante.
Chaque année, l'ONG Transparency International publie un indice de la perception de la corruption. On apprend ainsi qu'en 2016, rapport de Transparency International publié en janvier 2017, la France se situait au 23e rang mondial sur 176 pays analysés. Alors que les chiffres publiés sont alarmants, avec 241 infractions liées au manquement à la probité en 2014, la loi Sapin II, voire infra-Chap 4 et Chap 7, votée le 9 décembre 2016, donne la possibilité à l'entreprise qui fraude de négocier une amende sans reconnaissance de sa culpabilité, plutôt que de faire l'objet d'une longue procédure judiciaire. Qu'en est-il de l'intégrité de nos dirigeants économiques, politiques et juridiques, face à la question fondamentale de la protection des citoyens, révélant les dysfonctionnements d'entreprises fraudeuses? Ne s'agirait-il pas, tout simplement, d'acheter le silence et la paix afin que l'entreprise puisse continuer à frauder? Certains, au contraire, sont très satisfaits de ce que prévoit la loi puisque l'entreprise qui fraude est tenue de reconnaître les faits et qu'il est prévu que les documents relatifs aux transactions ainsi réalisées soient publiés, ce qui constituerait une avancée notoire au niveau de la justice pénale de notre pays. Par ailleurs, des associations, Anticorps, Transparency International, pourront se porter partie civile dans des dossiers de corruption d'agents publics étrangers, la loi Sapin II ayant créé l'infraction de trafic d'influence d'agents publics étrangers. En novembre 2015, lors d'un colloque organisé par le cabinet Technologia, spécialisé dans la prévention des risques professionnels, j'apprenais alors que le rôle de lanceur d'alerte avait été accordé au CHSCT par la loi du 16 avril 2013, relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, dite loi Blandin. Le représentant du personnel au CHSCT peut dorénavant saisir le préfet s'il y a litige concernant le bien-fondé de l'alerte ou la suite donnée à l'alerte par l'employeur. Les choses avanceraient donc quelque peu. Des graphiques projetés lors de cette conférence nous apprenaient qu'en France, 42% des salariés faisant état de comportements anormaux insistaient sur le non-respect de la sécurité ou de la réglementation. Plus grave encore, 26% des salariés ont été incités par leurs supérieurs ou leurs collègues à enfreindre un règlement et 36% des salariés admettaient avoir été confrontés à des pratiques frauduleuses dans le cadre du travail. Fin 2015, 54% des salariés interrogés pour cette enquête attestaient de l'inexistence de procédures d'alerte dédiées dans leur entreprise. Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Témoins et diseurs de vérité, c'est ainsi que la Courage Foundation, association qui défend entre autres Chelsea Manning et Edward Snowden, définit les citoyens qui se lèvent face à l'opacité. Avant la médiatisation de l'Américain Edward Snowden en 2013, je n'avais jamais entendu ce terme lanceur d'alerte, qui est la traduction française du terme whistleblower. Je m'étais toujours défini comme témoin d'un dysfonctionnement, victime de représailles, plaignante et femme qui dit la vérité. La traduction littérale de whistleblower est une personne qui souffle dans un sifflet, comme l'arbitre d'un match de football sifflerait la faute d'un joueur. Lorsqu'il découvre un dysfonctionnement ou quelque chose qui ne va pas, le lanceur d'alerte ignore qu'il est un lanceur d'alerte. Il ne se définit pas comme tel de facto. Il ignore même que ce qu'il découvre est susceptible d'être illégal, illicite, malhonnête, voire parfois légal. Il se peut même qu'il n'ait jamais entendu ce terme « lanceur d'alerte ». Il fouillera et cherchera les réponses à ces questions pour comprendre et satisfaire sa curiosité. Par définition, il s'agit d'une personne honnête, méticuleuse, professionnelle et intègre, dont le but est de protéger l'intérêt général. Il représente la vigie citoyenne pour laquelle est reconnue une exigence éthique du combat de vérité contre l'injustice, contre le mensonge au prix éventuel de sa vie. Ce sont les valeurs qui fondent le lanceur d'alerte et le distinguent du simple informateur ou témoin, du repenti qui dénonce après avoir été pris, ou encore du délateur, voire du traître. Il est important de comprendre que ces femmes et ces hommes n'ont souhaité stigmatiser personne. Ils n'ont jamais fait part de situations individuelles. Ils n'ont en aucun cas effectué des règlements de compte. Ils ont chacun défendu, à leur niveau,
l'intérêt général quel que soit le secteur d'activité dans lequel ils exerçaient. Il s'agit là de rapporter des menaces que le citoyen lanceur d'alerte estime être un danger pour le bien commun. On est à l'opposé de la délation qui n'est qu'un règlement de compte, une minable besogne d'une personne œuvrant pour un intérêt privé, s'apparentant à de la lâcheté. Animé en revanche de bonnes intentions, et avec sa bonne foi et son honnêteté, le lanceur d'alerte communiquera des informations confidentielles, cachées jusqu'alors de tous. Il n'y a pas de définition internationale de l'alerte éthique, mais les ONG s'entendent pour affirmer qu'il s'agit d'un signalement dans l'intérêt général. Ainsi, le Conseil de l'Europe définit le terme lanceur d'alerte, en date du 30 avril 2014 dans sa recommandation du Comité des ministres aux États membres de manière assez large. Toute personne qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l'intérêt général, dans le contexte de sa relation de travail, qu'elle soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Un lanceur d'alerte est donc une personne qui dénonce un dysfonctionnement. Il va briser un secret, quelque chose qui était tu. À chaque affaire, il apparaît que des personnes savaient mais étaient murées dans le silence de peur de représailles. Il arrive également que certains ont parlé mais n'ont pas été entendus à temps par la justice. Cas de témoin dans le dossier Société Générale versus Jérôme Kerviel, en France, faute notamment d'une législation protectrice et d'une autorité indépendante au traitement de l'alerte. Conception différente de l'alerte. Dans la Revue des droits de l'homme, Jean-Philippe Foègle a publié une étude comparée France-États-Unis sur le phénomène du lancement d'alerte. Il développe l'idée que le premier trait caractéristique relevé tient à l'existence de deux conceptions du lanceur d'alerte. La première conception, dominante, consiste à faire de celui-ci un dénonciateur légal. Il n'est alors reconnu comme légitime que dès lors qu'il dénonce des faits que les pouvoirs publics entendent réprimer, ou des risques auxquels ceux-ci souhaitent mettre fin. La seconde conception du lanceur d'alerte est fondée sur une acception large du droit à la liberté d'expression. La dénomination de lanceur d'alerte peut ainsi potentiellement bénéficier à tout citoyen et peut, dans sa variante la plus radicale, se rapprocher de la désobéissance civile. L'incertitude sur la nature même de la notion se double d'une incertitude concernant les protections qui leur sont accordées, qui apparaissent, pour des raisons différentes en France et aux États-Unis, largement inopérantes. Le lanceur d'alerte se trouve placé, dans tous les cas, au centre d'une dialectique permanente entre intérêt général et secret. Dans le dossier LuxLeaks, voir Infrachap. 6. Ne peut-on pas considérer qu'il s'agit à la fois de faits que nos États entendent réprimander et de liberté d'expression? Ce qui donnerait raison aux deux lanceurs d'alerte devant la Cour européenne des droits de l'homme. Tout comme dans mon dossier dans lequel l'État français communique au plus haut niveau, via notamment les ministres des Finances qui se succèdent depuis 10 années, pour laisser croire que tous les moyens seraient mis en place pour lutter contre l'évasion fiscale. Nous sommes tous des lanceurs d'alerte en puissance. Un lanceur d'alerte n'est pas forcément un collaborateur d'une entreprise. Il peut aussi être un prestataire, un client, un fournisseur, un utilisateur de services, un fonctionnaire, un journaliste, un syndicaliste, un délégué du personnel. Chacun d'entre nous peut être lanceur d'alerte, que l'on dénonce des affaires d'ampleur internationale ou locale, à partir du moment où le bien commun est concerné, c'est l'affaire de chaque citoyen. Pourquoi les lanceurs d'alerte ont-ils choisi de parler? Le lanceur d'alerte serait-il un citoyen comme un autre? Le documentaire 10%, What Makes a Hero, de Yoav Shamir, s'intéresse à ceux qui, un jour, au péril de leur vie, ont pris des décisions dans l'intérêt d'un autre ou d'autres plus nombreux. Même si les exemples sont très différents, chacune des personnes interviewées estime avoir fait ce qu'il fallait faire, exactement comme si elle avait aidé une personne âgée à traverser la rue ou porter la valise trop lourde de quelqu'un fragile physiquement. En aucun cas, ces citoyens ne se considèrent comme des héros. Les lanceurs d'alerte disent tous la même chose, ils ont agi avec leur conscience, l'éthique est leur première valeur. Ils arrivent du cœur du silence et vont devenir de véritables résistants face à l'opacité des informations dont ils prennent connaissance. Ceux que l'on nomme les insiders connaissent mieux que personne leur métier.
ce sont ceux qui sont à même de détecter de l'intérieur de graves dysfonctionnements. Estimant avoir découvert des informations susceptibles d'être une menace pour l'intérêt général, ils transmettront ces éléments de manière désintéressée à leur hiérarchie, ou bien à la connaissance de médias, d'associations ou encore d'administrations. Il n'existe donc pas de gène de héros, comme le cherche Yoav Shamir. Chacun, issu de la société civile, quelle que soit sa couleur de peau, sa nationalité, son âge, sa religion, son statut social, son handicap, peut être un résistant face à un danger quel qu'il soit. Le droit d'informer, article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Au printemps 2015, je reçois une invitation d'un certain Daniel Ibanez, qui organisait le premier salon réunissant des lanceurs d'alerte français. J'appelle ce monsieur, que je rencontre à l'occasion d'une conférence de presse à l'occasion du salon, des livres et l'alerte, où il me remet les 2 livres qu'il a écrits, consacrés au réseau d'influence français et à l'ineptie du nouveau tracé de la ligne ferroviaire Lyon-Turin, qui coûterait aux contribuables 25 milliards d'euros, en plus de poser de sérieux problèmes écologiques. Me voici rassuré. Je ne suis donc pas la seule à me poser des questions sur le fonctionnement de nos institutions. Daniel Ibanez a choisi d'appeler le salon des livres et l'alerte, parce que prononcé, on entend délivrer l'alerte. Délivrer l'alerte pour la transmettre, parce que c'est le fondement de l'article 11 de la Déclaration des droits de 1789, répète-t-il avec vigueur à chaque fois que nous nous rencontrons. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits humains les plus précieux. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Tout est écrit dans cet article. Le droit sacré d'informer et de transmettre, c'est notre fondement républicain, dit encore Daniel Ibanez. Voilà qui rejoint ma propre analyse. Ce droit n'est pas nouveau et si la médiatisation des lanceurs d'alerte est somme toute récente, le droit d'informer, de transmettre des informations fait partie du génome de la République et de la démocratie. Ce salon, que nous avons qu'organisé avec le libraire indépendant Le Presse-Papier à Argenteuil, la Maison des Métallos à Paris et une équipe de bénévoles, est la seule initiative qui a rassemblé tant de lanceurs d'alerte sur un même week-end fin novembre 2016, et qui les réunira à nouveau les 2 et 3 décembre 2017. Le livre est l'outil même de la transmission de l'information. Il est également un moyen de présenter la synthèse, mais surtout de qualifier, au moins pour partie, l'information qui y est révélée. Le livre est aussi un fédérateur dans le monde du lancement de l'alerte, où se côtoient journalistes ou avocats avec celles et ceux qui sont à l'origine de l'alerte et ont choisi de l'écrire. Quant à sa définition de l'alerte, elle a le mérite d'être claire. Il me semble important de redéfinir ce qu'est lancer l'alerte, car j'entends trop souvent dire, lorsque l'on parle de protection des lanceurs d'alerte, mais alors n'importe qui va dénoncer n'importe quoi. C'est faux. Lancer l'alerte n'est finalement rien d'autre que transmettre une information qui, par son importance, doit être transmise. Autrement dit, c'est informer sur une situation ou des faits suffisamment graves pour devoir être transmis. Lancer l'alerte lorsque l'on est à bord d'un bateau ou d'un train, c'est informer grâce au signal d'alarme d'une situation de danger. Il peut s'agir d'un accident, mais aussi d'une agression. On voit donc, par cet exemple simple, que l'alarme n'est pas tirée par les seuls salariés. Toutefois, dans cet exemple, celui qui tire le signal d'alarme s'expose à des sanctions si son geste n'est pas fondé par une situation qui le justifie. Chacun peut le lire dans les trains. Tout est dit par ce simple exemple, chaque citoyen a le droit d'informer. Lorsque la situation ou les faits revêtent un caractère de gravité, d'urgence et d'intérêt pour la société, ils peuvent tirer le signal d'alarme. Mais attention, les abus sont sanctionnés. Quant à la confiance dans le fonctionnement de nos institutions, le co-organisateur du salon assure que la confiance du public, la confiance en général, permet à une société de fonctionner. Mais lorsque la confiance est perdue, alors c'est la défiance qui triomphe. Il est donc de la responsabilité personnelle des représentants de l'État de faire en sorte que la confiance de la population soit la règle première de leur comportement. Sans liberté d'information,
Il ne peut plus y avoir de confiance, seulement de la soumission. Lancer l'alerte n'est donc pas lancer une rumeur, mais utiliser le droit d'informer. Voilà qui nous lie sur plusieurs points. La définition du terme lanceur d'alerte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.